Mario, Jocelyn, Jacques, Mario Varvoglis, donc docteur en psychologie expérimentale et président de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, qui fêtera son centenaire l'an prochain et qui est dédié à tout ce qui concerne les expériences extraordinaires de la conscience et d'autres aspects du monde. Jacques, s'il te plaît. Jacques, qui est un chercheur libre, indépendant, et qui s'intéresse, lui, à tout ce qui est vivant, à tout ce qui concerne l'alimentation, mais en particulier à sa dimension énergétique, à sa dimension vibratoire, à sa dimension subtile, alchimique. On va un petit peu, bien sûr, en parler durant la table ronde, et notamment sur la relation entre l'humain et l'animal. Et puis Jocelyn Morisson également. On fait un applaudissement global, allez-y. Donc Jocelyn, un confrère, un journaliste scientifique également, plutôt spécialisé sur la conscience et puis sur la spiritualité laïque, qui depuis allègrement 20 ans navigue entre tous les plans de conscience, et il va nous en parler, notamment auteur de son dernier ouvrage, L'Ultime Convergence, qui est un petit best-seller, c'est un bijou à lire. Qui ne l'a pas encore lu, l'ouvrage là? Ok, allez-y, c'est du bon, c'est 15 ans de changement de paradigme, on reviendra là-dessus, tu me feras le chèque après, merci. Ah bon, asseyons-nous. Ok. Bonjour à vous, bonjour aux amis et bonjour aux vivants que nous avons le devoir de préserver. Alors l'objet de cette table ronde, c'est la question de la conscience, de la science de la conscience, et en fait des sciences de la conscience. On va y revenir un peu durant cette table ronde, et jusqu'à la dimension énergétique, vibratoire, et aussi la télépathie, comme on l'a vu à l'instant avec le film, et sur lequel Mario nous donnera un point de vue. Alors, je vous ai préparé une petite lecture pour poser l'ambiance en guise d'introduction. Ça s'appelle la Déclaration de Cambridge sur la conscience. C'est un extrait de Hobbes, on l'a publié à l'époque. Le 7 juillet 2012, un groupe international de chercheurs éminents en neurosciences cognitives, en neuropharmacologie, en neurophysiologie, se sont réunis à l'université de Cambridge, en Grande-Bretagne, pour réévaluer les substrats neurobiologiques, en gros c'est ce qui se passe dans le cerveau, de l'expérience consciente et des comportements afférents chez les animaux humains et non humains. Je ne vais pas vous la lire en entier, on saute directement à la conclusion. Nous faisons la déclaration suivante. L'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces, telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Ça se passe en 2012. Okay, on n'en a pas beaucoup entendu parler, et pourtant ça se passe sur le plan scientifique. Donc en fait, ça bouillonne de partout. Ça bouillonne par rapport à la façon de penser la conscience autrement, par rapport en fait à la transition. Il n'y a pas que la transition écologique ou la transition, on pourrait même dire, des consciences. On est avec des transitions scientifiques dans la façon de penser le monde. Là, Jocelyn, dans ton ouvrage, tu fais le tour. Tu nous offres un panorama vraiment remarquable de ce qui se déroule donc depuis 15 ans du côté des laboratoires et de la façon dont les prises de conscience émergent, y compris chez les scientifiques. Peux-tu nous en dire plus? Oui, je vais essayer d'en dire un peu plus. Je pense qu'il y a une révolution qui est engagée dans le domaine scientifique au sens large et qui est en train en fait, de nous amener à redécouvrir simplement que nous avons une conscience et même que nous sommes en fait une conscience et non pas que nous avons un corps. Enfin, nous avons un corps et nous sommes une conscience et non l'inverse. Nous ne sommes pas le corps, mais en fait, des voies spirituelles comme l'hindouisme, le bouddhisme nous disent ça depuis des millénaires, quoi. Et on a des chercheurs, peut-être Mario va en parler, on a un chercheur américain qui s'appelle Dean Radin qui a montré qu'en fait les capacités de l'esprit qu'aujourd'hui devant lesquelles nous on est complètement
terrifiés. Enfin, en tout cas, on est très surpris de voir ces capacités de l'esprit. Ce sont des choses qui sont complètement banalisées dans ces traditions spirituelles, notamment orientales, et qui sont, pour le coup, même pas étudiées, qui n'ont pas d'importance, quoi. Alors que nous, on est en admiration devant ces choses-là, et en même temps, on n'y croit pas, parce qu'on est effectivement dans une parenthèse matérialiste qu'on est en train de refermer. Mais moi, je voudrais quand même réagir sur cette journée d'aujourd'hui, parce que je suis très, à la fois ému, parce que toutes ces images-là, moi, ça m'émeut beaucoup. Et je me demande si c'est pas spécifiquement masculin, en fait, cette émotion, comme on a vu le type tout à l'heure avec Diablo. Diablo, ça veut dire diabolo, diabolène, c'est séparé, hein, n'est-ce pas? Le contraire de symbole qui rassemble, quoi. Et on voyait le type pleurer tout à l'heure. Moi, quand j'ai entendu tout à l'heure Patricia, il y a des moments où il y a les larmes qui montent aux yeux. Je ne sais pas si les femmes qui sont justement majoritaires dans cette transformation qu'on est en train de vivre, on voit bien les figures tutélaires qui entouraient Romain et puis les femmes qui travaillent avec lui. C'est que des femmes. Il y avait juste Albert Schweitzer qui était la seule figure masculine. Enfin, je suppose que tout le monde l'a remarqué. Et qu'il y a aussi une majorité de femmes ici aussi, quoi. Et nous qui sommes là avec un plateau entièrement masculin, je me sens un peu coupable, mais on est peut-être... Alors... On est peut-être je dois avouer, hein, on va faire notre coming out là-dessus. Je dois avouer que bien sûr nous en avons parlé entre nous, entre organisateurs, et qu'il y a comme un pendant d'une table ronde spécifiquement féminine cet après-midi, mais ça vous l'avez pas vu dans le programme. Hein. Voilà. Oui, non, les femmes sont très présentes de toute façon aujourd'hui. En plus, on parle beaucoup de communicatrices animalières. Il y a quelques hommes, mais apparemment c'est quand même très, très, très restreint. En tout cas, oui, la science est en train de redécouvrir que la conscience, c'est quelque chose qui nous unit complètement dans le domaine du subtil. Et grâce aux neurosciences, grâce à la physique quantique, grâce à des chercheurs un petit peu plus aventureux que d'autres, on est en train de découvrir qu'en fait, il y a ce lien qui est là, qui a toujours été là, et qu'on a complètement perdu de vue, en fait, tout simplement. Alors, c'est vrai que ce matin, on a entendu dans la salle, il y a un petit peu d'accent québécois. Et il y a un chercheur, notamment, que tu mets à l'honneur dans l'ouvrage, dont tu nous fais part, en tout cas, de ses positions, de ses recherches, c'est Mario Beauregard. Il est à l'origine d'un manifeste. Le manifeste pour la science post-matérialiste. Et plus qu'un manifeste, il a créé une académie, même avec plusieurs chercheurs, dont Ilmarine fait partie d'ailleurs, à l'université d'Arizona, je crois. Et donc, oui, il pense, lui, qu'on est rentré aujourd'hui dans une ère de science post-matérialiste, parce qu'on a suffisamment de données, finalement. On a beaucoup d'expériences. Je pense que Mario Varvoglis va en parler. On a beaucoup de résultats d'expérience, donc on a beaucoup de données qui nous montrent que le paradigme matérialiste, il est inopérant, il ne permet pas de rendre compte de ces données-là. Donc ça, c'est un constat scientifique aujourd'hui. C'est un constat. Vraiment, le modèle ne répond plus. Le modèle ne répond plus. Alors, pour le coup, on a des données, mais on n'a pas de théorie, effectivement, qui permettent de rendre compte de ça. Donc, c'est le travail que doivent faire les chercheurs aujourd'hui, théoriser, modéliser tout ça. Et certains s'y emploient, comme notre ami Philippe Guillemont, n'est-ce pas ? Et d'autres, hein, bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'espoir derrière ça, évidemment. Un autre aspect sur dans l'enquête, hein, parce qu'on parle d'expérience de mort imminente, on parle de vie extraterrestre, on parle de transhumanisme, mais tu insistes également beaucoup sur l'altruisme. En quoi l'altruisme, en termes d'état de conscience ou dans la façon d'être, a une particularité, une singularité spécifique? Enfin, pourquoi ça fait sens plus que le reste? En fait, dans les expériences de mort imminente, comme vous le savez sans doute, les gens ressentent le lien fondamental qui les unit à tout. Ils ont la sensation, enfin, c'est pas tous les témoignages, mais disons la majorité des témoignages insistent sur le fait qu'ils ont la sensation de faire un avec tout, d'être séparés de rien en fait. Même chez les gens qui font des simples sorties hors du corps, hein, sans que ça soit en frôlant la mort ou quoi que ce soit, il y a la sensation de faire un avec tout. Donc voilà, c'est la découverte de ce lien qui est de fait, qui est naturel, qui fait partie de notre nature profonde, quoi. On est en fait dans une redécouverte. On redécouvre ça, donc l'altruisme, il se justifie par ça, par le fait que c'est notre nature même. Quand tu vois un bouquin comme Plaidoyer pour l'altruisme, ou c'est comme ça que ça s'appelle, de Mathieu Ricard, je sais pas, le bouquin, il fait 600 pages, c'est truffé d'études scientifiques. Donc c'est pas juste de la spéculation, disons il faut être gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, ça veut pas dire non plus ça. Ça veut pas dire qu'il faut dire amen à tout ce qui se passe. Mais l'altruisme, oui, la bienveillance
fait partie de notre nature. J'en suis convaincu. Et s'accompagne d'études scientifiques qui, depuis une quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années, avec le développement de ce qu'on a appelé la psychologie positive, eh bien, va développer spécifiquement des études sur l'altruisme, des études sur l'entraide. On se souvient d'études qui ont été largement médiatisées avec des jeunes enfants, des tout petits bébés à 6 mois, à 9 mois. Et on peut même parler aujourd'hui d'une neurobiologie de l'amour. Mais oui, complètement. Puis on le voit que ça ne concerne pas que l'être humain, en l'occurrence, ça concerne toute la nature. Moi, j'aime bien citer plein d'autres chercheurs. Tu as Pablo Servigne aussi, qui est un biologiste, qui a montré que la compétition était contre nature. Que, en fait, dans la nature, entre plantes, entre espèces sauvages, etc., la coopération était la règle. Et la compétition était l'exception. Parce que la compétition est délétère à terme. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont validées par la science aujourd'hui. Jacques, par rapport au vivant, par rapport à cette relation entre l'homme et le vivant, entre l'homme et l'animal, on a la science qui est en train de redécouvrir l'eau tiède, pourrait-on dire, l'eau chaude. Et de ton côté, qu'en est-il de ton expérience, ou en tout cas de tes observations, notamment dans la différence de fonctionnement énergétique en fait, qu'il peut y avoir entre l'animal et l'humain? Oui, c'est une petite concession à la technique. Ouais, disons que je ne suis pas trop habitué à ce genre d'événement. J'ai peut-être plus de facilité à communiquer avec un cheval qu'avec ce monde-là. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'être humain, dans sa conception, dans son fonctionnement énergétique, a une spécificité qui lui est propre. C'est-à-dire il a une individualité, une identité qui lui est propre, qui est spécifique, qu'on peut retrouver notamment dans la note, dans le son qu'il émane à travers ce que Rupert Sheldrake appelle le champ morphogénétique. Donc on ne va pas trop rentrer dans le côté scientifique pour éviter de vous perdre, mais je pense que beaucoup de gens connaissent les travaux de Rupert Sheldrake. Donc qui connaît les travaux de Sheldrake parmi vous? Voilà. On a à peu près la moitié, voilà. Donc je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Et le chant s'entend le chant et le chant. Exactement. Donc il y a un lien direct entre le chant CHANT, le chant, la voix en fait, et le champ d'énergie, SCHAMP, d'accord, que génère un être humain en tant qu'individu. Et c'est ça qui est important de prendre conscience. On l'a vu, vous voyez, quand on observe Patricia, on sent une émanation d'elle qui est quand même très intéressante au niveau émotionnel, au niveau, je ne vais pas dire pureté, mais spécifique à elle. Vous voyez, c'est intéressant. Et donc, ce champ d'énergie sera d'autant plus lumineux et pur, c'est-à-dire qu'il exprime la spécificité de la personne, que le cœur sera en paix. D'accord ? C'est-à-dire que les émotions seront apaisées. Même si en mémoire, on a toujours des émotions, l'intérêt, c'est de pouvoir calmer ces émotions pour pouvoir communiquer. Or, du coup, je te coupe un instant, c'est-à-dire que ce que tu nous partages avec des mots, ce que tu nous décris en termes d'état, que l'on a tous vécu, oui, ça a un reflet, un effet miroir direct sur le champ d'énergie vibratoire qui est présent autour de nous. Sur la bulle énergétique, hein, où on emploie le mot aura, on emploie plein de trucs. C'est une bulle énergétique. En fait, des fois, on croise quelqu'un, on passe à côté et on dit il y a un effet quelque part de mal-être, de mauvaise, un ressenti. Le mot, exactement ça, un ressenti avec lequel c'est moyen. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, on a tendance à se sentir plus attiré et en accord. Et là, on rentre dans le processus de cohérence, de résonance vibratoire, etc., etc. Donc, en lien avec l'alimentation, entre autres. Hein, qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, si ce n'est tout ce qu'on aime. Pour répondre à la question de Maxence, la différence qu'il y a entre un humain et un animal, c'est que l'animal n'a pas d'individualité en tant que tel. Il fonctionne avec ce qu'on appelle un champ d'énergie groupe. Vous comprenez ? C'est-à-dire que quand on voit Patricia avec ses animaux, il y a un champ d'énergie global entre l'animal et Patricia. C'est-à-dire que le chien est une extension ou une manifestation
de son champ d'énergie. Ce qui explique que les chiens, notamment, sont très perturbés quand je parle d'un seul chien avec un humain. Quand on enlève l'humain du chien, ou quand on sépare le champ d'énergie global humain-chien, le chien est très malheureux. Le chien souffre parce qu'on lui enlève une partie de son champ d'énergie. En anthroposophie, Rudolf Steiner explique bien ça, entre autres, c'est-à-dire on appelle ça le moi-groupe chez les animaux, et chez les humains, il y a le moi-je, c'est-à-dire le moi-identité, individualité. Donc les animaux font partie du moi-groupe humain. Vous comprenez ça? C'est-à-dire de l'âme qui anime l'âme de la Terre. D'accord? Alors, juste pour anticiper un torrent de questions qui pourrait arriver immédiatement. Ouais, mais ça ne me dérange pas. Qu'en est-il de ce ressenti ou de cette perception que nous pouvons, ou ces souvenirs que nous avons tous, cette mémoire que nous avons, que des animaux vont avoir une personnalité? C'est-à-dire qu'on va avoir donc des chats qui se comportent différemment, certains qui sont un chouïa plus agressifs que d'autres qui sont au contraire volontiers joueurs. Même chose pour les chiens, et on peut éventuellement avoir la même chose avec d'autres types d'espèces animales. Ça, c'est un premier plan. Et sur un autre niveau qu'on peut peut-être qualifier de chamanique, mais en tout cas, quid de la notion d'animal totem? Puisque là, par exemple, dans la vidéo, on va dire cet animal est très puissant parce qu'il est dépositaire de quelque chose qui lui est propre. Donc, comment cette dimension qui soit propre, d'un point de vue peut-être animal totem en fonction des référentiels qu'on adopte, ou en tout cas celui de la personnalité, si on est dans un contexte occidental, éthologique, comportemental, comment relier cela avec ce que tu nous partages par rapport à cette approche anthroposophique où l'animal s'insère avec du groupe? Oui, alors, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Quand on observe ce film avec l'histoire de la panthère et puis de cette personne qui est censée être responsable des animaux, obligatoirement, la conscience sert de lien entre les deux. Et donc, dans la mesure où il y a une conscience qui a le même but, le même objectif, à ce moment-là, il n'y a pas de problème au niveau connexion, au niveau relation. Or, il ne faut pas oublier que l'être humain, il a une conscience individuelle, mais qui est reliée à la conscience collective. Et l'animal fait partie de cette conscience du vivant collectif de la planète Terre. Et donc, dans la mesure où les buts sont pris en compte, les buts sont communs et ont la même finalité, la communication est d'autant plus facile. C'est ça que j'essaye de synthétiser. Si tous les deux sont dans la même relation au vivant, c'est relativement fluide pour agir ensemble, c'est ça? Oui, et la même relation par rapport à l'intérêt de chacun. Et là, on voit dans la panthère, son intérêt, c'était d'avoir des nouvelles de ses petits et surtout d'être considéré comme un être vivant à part entière, respectable et respecté. Et c'est ça, la base même de la manifestation du vivant, c'est le respect et la prise en compte de l'importance de chacun. On pourrait parler aussi bien d'une bactérie que d'un végétal, que d'un animal, etc., etc. Et c'est vraiment une très belle leçon, ce film. J'avoue que je rejoins ce que disait Romain. On peut le regarder 50 fois, on est toujours autant ému. Donc il y a la dimension d'interdépendance qui est là, puisque nous sommes reliés, et de coopération. Oui, exactement. Dans la mesure où le but est bien défini. Alors, après, on pourrait parler du mental. Voilà, alors c'est très, très subtil. Le mental est un outil. Il ne faut pas qu'il vienne freiner le processus relationnel. Et c'est ça un peu ce qui a été le problème de Jörg au départ, c'est que le mental est intervenu avec un jugement. Et c'est ça le problème. Et on revoit dans l'action de Patricia, c'est la notion de non-jugement. Donc le discernement est d'autant plus important dans le monde carcéral. Donc là, on anticipe un peu ce qui se dira sur l'éducation et la transmission demain. Exactement. Alors la question est, est-ce qu'il faut attendre d'être en prison pour intervenir
voilà, c'est bien l'échec d'une... Voilà. Peut-être qu'on aura demain la suite de la médiation animale en milieu J'espère. scolaire, qui est une forme de prison, comme disent certains, mais bon, Voilà. je n'ai rien dit. Revenons à nos moutons, pardon. Alors, on a parlé de panthère, on a parlé de chien, de chat, il y a eu un chinchilla. On n'a pas encore parlé de cheval ou d'âne. Et là-dessus, tu as des choses à nous dire. Ah oui, bon, est-ce qu'on peut attaquer ça? On a quelques minutes. Oui, alors tout à l'heure, j'ai dit à Patricia, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des animaux plus gros que le chien? Effectivement. Donc, le cheval, pour moi, est certainement l'animal au niveau thérapeutique, émotionnel, qui a le plus de pouvoir et de puissance. Parce que n'oubliez pas qu'un cheval, ça pèse en moyenne entre 600 et 800 kilos, et ça a une très grande force. Et s'il n'était pas en accord avec l'humain, ou s'il n'était pas suffisamment docile, entre guillemets, il ne nous laisserait jamais monter dessus. Bon. Ça, c'est un détail de rapport d'énergie. Mais surtout, le cheval, dans son processus spécifique cheval, au niveau champ morphogénétique, il travaille avec notre pancréas, si vous voulez, le plan astral, la bulle énergétique émotionnelle de l'humain. C'est-à-dire qu'il a une capacité de réguler le monde émotionnel d'un être. Ça, c'est pour l'aspect bulle énergétique, mais il a aussi ce pouvoir extraordinaire de guérison, de restructuration, de réénergétisation du pancréas. Je ne vais pas rentrer trop dans le monde médical, mais sachez que toute forme de cancer, toute forme de maladie physique viennent d'un dérèglement pancréatique, siège de la mémoire de toutes nos émotions. Donc neutraliser nos émotions avec la conscience de compréhension de l'origine de l'émotion qui vient toujours d'un sentiment. Donc quand on s'approche d'un cheval, il vaut mieux pas être en colère. Il vaut mieux être en accord avec le processus qui va nous transmettre, c'est-à-dire être beaucoup plus receveur que donneur d'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de monter dessus, on peut très bien s'approcher de lui, le câliner, le brosser, ils adorent ça, etc. etc. C'est ça l'aspect thérapeutique, là très rapidement. Et là, par rapport aux différentes informations, aux différentes connaissances que tu viens de nous partager, c'est lié à des lectures, à des expériences, à des témoignages, à de la pratique. Quelles sont les origines de cette connaissance, de ces niveaux de connaissance? Alors, il y a des origines personnelles qui, pour avoir vécu dans ce monde-là, à la maison, à la ferme, on avait un cheval à crotte et une vache à bouse. Parce que ce qui nous intéressait, c'est la bouse et la crotte. Et ces animaux... Il faut bien en parler à un moment donné, quand même. Ah oui, parce que, vous voyez, la différence qu'il y a entre un cheval et une vache, ce sont les deux extrêmes. La vache est en lien avec le monde de l'eau, et c'est pour ça que c'est un animal sacré, parce qu'elle est finie, c'est-à-dire elle est complète. Elle a une capacité de transformer la matière, et là on rentre dans l'alchimie, du règne végétal du lieu où elle évolue. Nous, elle était en liberté, alors je ne vous dis pas, c'était quand même assez spectaculaire. Et elle fait un produit fini, c'est-à-dire un produit qui est directement utilisable après un temps de repos, d'espace de transformation, pour mettre dans les jardins ou autres. C'est-à-dire que ça peut être même utilisé comme cataplasme, parce que c'est les forces de vie du règne végétal du lieu, alchimisées, etc., etc. Mais bon, bref. Alors que le cheval, il fait un crottin qui est même pas au début de quelque chose. Hein? Ça rentre à un bout, ça sort à l'autre. Et ça fait des boules comme ça. Et alors moi, j'avais le cheval, quand on le rentrait l'hiver pendant 4 mois dans un box avec la vache, hein, parce que c'était inséparable, hein, l'eau et le feu. Hein. Cheval feu, vache eau. Et au début, au bout d'une semaine, il commençait à faire son crottin là où on mettait le foin. Et il mangeait son crottin. Alors moi, je me disais, mais ça va pas. Et en fait, j'ai compris que c'était moi l'idiot. J'avais pas compris que lui, il mangeait une nourriture qui était vivante, parce que son crottin avait enclenché un processus de développement bactérien qui transformait les matières et qui l'enrichissait en protéines.
Donc on reboucle avec le microbiote, on reboucle avec l'alimentation, voilà. avec des choses comme ça. On crée une compréhension du monde du vivant, de la manifestation du vivant, et jamais on lui a fait prendre des vermifuges ou des trucs comme ça, mais il ne faut pas le dire qu'il mangeait son quota. Hein. Voilà. Personne ne l'a filmé. J'espère. Donc, un petit commentaire par rapport pour compléter sur le cheval. Ce qu'il faut avoir conscience, en tout cas, j'attire votre attention là-dessus, par rapport aux dimensions des animaux. L'éléphant, vous imaginez ce que ça peut donner. On parle de champ d'énergie, on parle de champ électromagnétique, on parle de rayonnement d'énergie et de champ vibratoire autour des êtres vivants. Donc plus l'animal est grand, plus ce champ va être important, plus ce champ peut être intense en termes de puissance et de force. Et en fait, ce que la science nous apprend, la science depuis 50 ans d'un point de vue d'une science occidentale, scientifique cartésienne, pourrait-on dire, c'est que le principal centre de rayonnement au niveau d'un organisme vivant, c'est le cœur. C'est le cœur qui est le moteur électroaimant du corps. Donc derrière, on a tout un effet cascade sur le sang, etc., etc. Le cœur. Et donc, plus l'animal est grand, plus son cœur va être grand, plus le champ est puissant. Léna Sato reviendra là-dessus demain après-midi, c'est pour faire un peu de teasing. Mais prenons conscience de cela, c'est-à-dire que là, on vous parle de quelque chose qui concerne de la matière, des grains, des choses, mais simultanément, ce que la physique quantique, là aussi, d'un point de vue rationnel et cartésien, nous a attiré notre attention là-dessus, nous a invité à en prendre conscience, c'est que le monde est tout autant vibratoire. Nous le regardons de façon un peu simple et commode d'un point de vue particulier, d'un point de vue matériel, mais il est également immatériel. Jocelyn, tu as quelque chose à dire ? Je veux réagir sur le gros cœur parce que c'est l'image qu'a retenue Marshall Rosenberg, qui a créé la communication non violente, que beaucoup doivent connaître. Il a pris l'image de la girafe et du chacal, justement parce que la girafe a un très gros cœur. Enfin, il me semble que c'est ça à l'origine du choix. Donc, ce qui fait que par rapport au cheval, quand on s'approche de lui, on est aussi en train de rentrer dans un champ électromagnétique, dans un champ qui est à l'échelle du cheval, mais qui est complètement similaire ou identique en termes de principe à celui du champ magnétique terrestre. On rentre dans un champ d'énergie avec lequel nous entrons en interaction et nos deux champs d'énergie communiquent les uns avec les autres. Peut-être que c'est le moment de parler télépathie, Mario. Même si, il y a 15 ans, lors de nos premiers échanges, tu m'as bien expliqué que sur la recherche de la télépathie d'un point de vue électromagnétique, les études qui avaient été faites n'avaient pas donné de résultats satisfaisants. En Russie, dans les années 20. Pas seulement en Russie, partout. En fait, alors, moi je dois dire que je suis un petit peu en dehors de... T'es le plus scientifique de nous quatre. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on est tous, quand on veut, on est scientifique, quand on veut pas, on est autre chose. Mais d'abord, j'ai un accent, un fort accent, parce que je suis moitié grec, moitié américain, et maintenant moitié français. Et ton micro. Aussi parce que j'étais, donc venant de Grèce, en débarquant aux États-Unis et en découvrant la parapsychologie scientifique, ça me semblait comme une sorte de blague, c'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer que, d'abord, que ça existe, qu'il y a de phénomènes complètement en dehors de tout ce que racontaient les sciences rationnelles que je connaissais à l'époque, mais aussi qu'en plus on peut étudier scientifiquement dans un laboratoire. Ça me semblait presque comme une contradiction. Quand je suis arrivé aux États-Unis dans le laboratoire de Maïmonide qui explorait la télépathie en rêve, à l'époque, donc ça c'est dans les années... Oui, là aussi ça change. Ah oui, ça marche. Alors, là, vous connaissez les gorilles Coco. Coco, oui. Tout le monde connaît? Oui. Donc, évidemment, quand on parle dialogue avec l'animal ici, dans ces contextes, la question c'est où est le mystère? Est-ce qu'il y a un mystère? Est-ce qu'on est en train simplement de parler d'une communication interespèce ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, comme Romain avait dit, interconscience? Alors, avec Coco, le fait qu'il y a une communication réelle, avec intention, avec compréhension des signes, c'est Coco qui a pris notre langage, le langage de signes, et pas nous, les siens, mais il l'a pris
et il avait un vocabulaire énorme, et il communiquait ses intentions, il avait de l'humour, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se questionner sur la possibilité d'une communication interespèce, au moins avec des animaux, on peut dire, qui se rapprochent à nous. Et son histoire l'illustre bien, je pense que c'est impressionnant. Mais si j'ai bien compris l'esprit de ces moments qu'on a ensemble, on est en train de se positionner par rapport à quelque chose de plus profond. Et c'est là que le prochain slide était justement sur Diablo, parce que moi aussi je suis tombé presque par hasard sur la vidéo YouTube, et c'était clair que là, ça échappe ce qu'on associe typiquement avec la communication, qui est utiliser un code partagé et de signes visibles, des signes qu'on peut comprendre, interpréter. Donc, de signes visuels, sonores, tactiles. Ça, dans les cas spécifiques de Diabolo, et notamment par rapport aux deux petites léopards, ça semble dépasser complètement cette sorte de communication qui nous semble, on peut dire aujourd'hui, normale. La question, c'est est-ce qu'on peut, au-delà des anecdotes, parce que un problème qu'on a avec cette science qui est, encore une fois, je l'ai dit, un ovni dans le paysage occidental, un problème, c'est qu'on est sans arrêt challengé sur la solidité des données, des preuves, sans arrêt. Et dans les mondes de communication interespèce ou interconscience, il y a très peu de preuves dans le sens expérimental du terme. Ce qu'on a vu avec Anna et Diabolo, c'est un cas, ce qu'on appelle, c'est une anecdote. Et cette anecdote, pour moi, qui est complètement crédible. Toutefois, c'est une anecdote. Et ce qui nous manque dans ce domaine de communication interespèce ou communication interconscience, c'est la recherche. On a des anecdotes, on a beaucoup d'histoires qui sont très belles, émouvantes. Moi, quand je regarde Jürg comme il est ému, moi-même, je suis ému. Et j'ai du mal même à parler à ce moment-là. Mais est-ce qu'on peut parler d'une recherche dans ce domaine? Parce que c'est ça le langage qui comprend la science actuelle, c'est à travers ce langage-là qu'on peut peut-être convaincre les scientifiques qu'il y a quelque chose réellement qui se passe. Et j'ai mis ici espèce, qu'est-ce que j'ai mis? Espèce en voie de disparition. Ce n'est pas les petits chiens là, c'est le peu de scientifiques qui s'intéressent à ces questions. Et un des scientifiques, le slide prochain, c'est Rupert Sheldrake, effectivement, que je connais très bien, c'est un bon ami, et ce qui m'intéresse le plus chez Rupert, ce n'est pas sa théorie sur les champs morphogénétiques. Ça, c'est une théorie parmi d'autres. Il y en a plein. Ce n'est pas qu'on manque de théories dans ce domaine, c'est qu'on a trop. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est parmi les peu de scientifiques qui tentent de faire quelque chose activement avec une approche qui utilise la méthodologie de la science pour aller au-delà de la science actuelle et démontrer. Et donc ça, c'est JT, un chien avec lequel il a fait des expériences extrêmement intéressantes. Vous avez le site en dessous de Rupert Sheldrake, que vous pouvez voir un petit peu comment il a tenté cette expérience et aussi les critiques que ça a suscité. Mais voilà. Mario, je t'arrête Oui. un instant. Donc vous êtes nombreux, j'imagine parmi vous, à avoir lu l'ouvrage de Sheldrake sur les pouvoirs particuliers, les expériences particulières avec les animaux. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis cet ouvrage, depuis sa traduction en français, en fait, Sheldrake continue régulièrement de faire des expériences avec des animaux. Et donc ça continue de nourrir le corpus, ça continue de venir vérifier des hypothèses et éventuellement d'allumer quelques polémiques, parce qu'effectivement, depuis 10 ans, Sheldrake a été impliqué dans des controverses qu'il n'a pas déclenchées malgré lui, qu'il a déclenchées à la lumière des résultats qu'il partageait, et donc des réactions qui étaient suscitées en face, puisque ça venait heurter certaines croyances un peu trop profondément chevillées, un peu trop établies depuis longtemps, et qui ont du mal, en fait, à se défiger et à gagner un petit peu de souplesse. Encore une fois, je répète que moi, je ne peux pas dire que je connais bien. Je pense que c'est la seule personne dans notre domaine, mon domaine de recherche, qui a réellement tenté des expériences interespèces, et bien,
je crois. Moi, mon domaine, c'est communication interhumaine, conscience humaine. Donc, voilà, ça c'était juste pour dire qu'il y a, en termes d'anecdotes, en termes d'histoire, en termes de super cas de communication entre des individus et aussi des précognitions et plein d'autres choses, il y a des collections avec des milliers de cas, des milliers qui sont investigués avec extrême précision et contrôle. Toutefois, mon propre approche est plutôt expérimentale, donc dans le laboratoire. Next slide. Bon, ça c'est un de mes ancêtres, René Varcollier, qui était président de l'Institut métapsychique et qui a fait parmi les meilleures expériences de télépathie dans les années 50 et 40. Là, c'est juste pour, next slide, pour montrer une transition qui s'est passée aux États-Unis dans les années 30 avec J.B. Rhine, qui a tenté de comportementaliser, de rendre ces phénomènes de télépathie, de précognition ensuite, presque de montrer qu'il y a une mécanique qu'on peut trouver en faisant beaucoup d'essais. On peut trouver avec Monsieur Tout-le-Monde un petit signal de communication entre deux personnes, avec des statistiques, ainsi de suite. Bon, pour ceux qui s'intéressent, je peux élaborer. Je pense que c'est une approche qui était erronée du départ, mais elle a erroné au niveau du fondement conceptuel, mais elle a pointé vers plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour rendre cette télépathie un peu plus accessible dans des conditions de laboratoire. Parce qu'en sachant, encore une fois, la raison étant qu'on veut jouer le jeu de la science et d'abord à un niveau donné, au niveau empirique, sans évoquer des grandes théories. D'abord, juste établir les faits. Et ceci dans une situation qui est hyper contraignante, qui est le laboratoire. Donc, on a trois stratégies, en tout cas, moi, je vois trois stratégies qui étaient allées dans ce sens. L'un, c'est de chercher des personnes qui, naturellement, ont une capacité de contrôler jusqu'à un certain point ces phénomènes. Ça, c'est Joe McMoneagle, qui était la star d'un programme assez connu qui s'appelle Stargate, qui était le programme d'espionnage des Américains vis-à-vis les Russes dans les années 80, 70, 80 et 90. Ils essayaient d'utiliser des médiums militaires pour espionner sur les Russes. Et les Russes faisaient la même chose vis-à-vis des Américains. Donc ça, c'est une approche, trouver les meilleurs. Une deuxième approche, c'est d'arrêter de poser la question au conscient. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à un individu qui est à distance? Au lieu de lui poser la question, de poser la question à l'inconscient. Et typiquement, on utilise des mesures physiologiques pour voir si la personne réagit à quelque chose qui se passe à un émetteur, à quelqu'un d'autre, à distance. Deuxième approche. Et troisième approche, c'est celle-là que je focalisais un petit peu, c'est de prendre des individus comme nous tous, qui sont simplement intéressés et motivés, et de tenter d'élever, on peut dire, leur niveau, leur capacité de produire ces phénomènes à volonté. Là, je travaillais à Princeton pendant un certain nombre d'années avec Charles Honerton, c'était mon mentor, et on avait créé un protocole qui s'appelle le Ganzfeld. Next slide. Le Ganzfeld qui implique une sorte de privation sensorielle avec des balles de ping-pong qui diffusent la lumière, il n'y a pas de signaux qui passent, et avec un casque, avec du bruit blanc. Et ça s'induit très rapidement dans l'esprit de l'individu un état modifié de conscience. Parce qu'il y a beaucoup de données et des anecdotes qui indiquent que les états modifiés de conscience, que le conscient est quelque part notre adversaire vis-à-vis de ces phénomènes. Et qu'il faut le contourner d'une manière ou d'une autre. Une des manières, c'est par les états modifiés de conscience. Méditation, rêve, état hypnagogique, privation sensorielle, différentes approches. Donc avec cette approche qui est parmi les plus réussies actuellement en recherche de laboratoire, prochaine slide. Donc il y a un émetteur qui regarde une image qui était choisie aléatoirement parmi des centaines. Dans une autre pièce, il y a le récepteur, le percipient qui est dans cet état et qui fait une sorte de libre association, raconte tout ce qui passe par la tête, en sachant bien sûr qu'il y a un émetteur qui tente en quelque sorte de impresser quelques images dans son esprit, mais simplement en réceptivité.
Et à la fin de ça, à la fin de cette session de 30-40 minutes, on montre aux percipients 4 possibilités, dont une, c'est la vraie, celle qui était envoyée. Donc ça, c'est notre petit compromis pour quantifier la question, pour dire est-ce que la personne arrive à choisir la bonne image plus souvent que ce qu'on attend par le hasard, qui est 25%. Alors, la réponse rapide, c'est que on a fait des essais avec des centaines de personnes. D'abord, chez nous, PRL, c'était à Princeton. On a eu un taux de réussite de 34%, qui est, pour ceux qui apprécient les statistiques, est absolument énorme par rapport à 25%, toute population confondue. La moyenne, c'était 34%. Il y a eu de réplications, c'est-à-dire il y a eu plein de différents laboratoires partout aux États-Unis et en Europe qui ont répliqué et qui ont continué, avec 3000 essais, d'obtenir un résultat hautement significatif. Un petit peu en dessous, mais très, très significatif. Donc, du point de vue purement statistique, il n'y a pas de doute qu'il y a une communication entre conscience à distance sans aucun support sensoriel. Une image sélectionnée aléatoirement et on voit, ça c'est ce que l'émetteur voit dans une pièce. Parfois cette pièce par ailleurs est des centaines de kilomètres à distance. Et c'est que le percipient, le récepteur, décrit dans cet état du Ganzfeld. Donc on voit au niveau qualitatif qu'il y a des correspondances frappantes entre ce que la personne voit et ce qu'une autre personne à distance décrit. Donc, à un niveau le plus basique, je dirais, je ne sais rien par rapport à la communication entre un individu et un léopard. Je ne peux pas dire au niveau recherche où on en est, mais ce que je peux dire, c'est que la communication à distance entre deux animaux humains, est tout à fait possible et ça peut être montré même au niveau du laboratoire. Merci Mario. Cela s'arrête maintenant pour cette table ronde sur la science de la conscience ou l'essence des consciences. Merci Romain, merci Bénédicte et merci à toute l'équipe de TAC et merci à vous. Merci.